Et c'est Nadia Garbi qui est avec nous en visioconférence pour entamer cette émission, économiste chez Pictet Wealth Management à Genève. Bonjour et bienvenue Nadia. Ce sont évidemment les questionnements macroéconomiques, financiers, monétaires qui nous intéressent en lien avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Nadia, tout le monde a en tête que le canal de transmission macro, notamment pour l'Union européenne, c'est celui des prix de l'énergie. Quelles sont les questions et les éléments de réflexion que vous pouvez partager avec nous sur le plan économique en lien avec cette question des prix de l'énergie qui nous amènera évidemment à évoquer la politique monétaire en zone euro avec une réunion de la Banque Centrale Européenne prévue le 10 mars prochain, Nadia? Oui, alors c'est vrai que le canal de transmission majeur reste le prix de l'énergie. Comme vous le mentionniez au début, l'Europe est très dépendante du gaz russe. C'est 47% des importations qui proviennent de la Russie. On a très peu d'alternatives, du moins à court terme, et on est aussi dépendant du pétrole russe. Donc effectivement, si on a des prix de l'énergie qui se stabilisent, voire qui continuent à augmenter fortement en zone euro, on aura une inflation qui va rester de manière plus persistante à un niveau élevé. On est actuellement à 5%, mais on pourrait y rester plus longtemps que prévu. Alors ça a des conséquences et c'est difficile à estimer. C'est vrai que si vous regardez l'impact des prix de l'énergie sur l'inflation, on a l'impact direct, c'est 11% du panier de biens compris dans l'indice d'inflation. Vous avez les effets indirects via d'autres biens qui sont intensifs en énergie. Et enfin, vous avez des potentiels effets de second tour via les salaires. Donc tout ceci va booster l'inflation en zone euro. Mais d'un autre côté, vous avez l'impact non négligeable, négatif sur la croissance via le revenu disponible des ménages et l'activité des entreprises. Donc vous vous trouvez en fait dans une configuration où on pourrait avoir plus d'inflation, beaucoup plus d'inflation, mais aussi moins de croissance. Je dirais que la question clé pour la zone euro, c'est comment vont réagir les gouvernements d'un point de vue fiscal et dans un second temps la BCE. On pourrait très bien voir certains gouvernements en zone euro proposer de nouvelles mesures pour atténuer l'impact de ces prix de l'énergie sur les ménages, ce qui reviendrait à avoir un impact moins fort sur la croissance. Et au niveau de la BCE, c'est vrai qu'elle se retrouve face à un trade-off compliqué. Son mandat reste la stabilité des prix, mais effectivement, si vous avez moins de croissance, cela veut aussi dire que vous aurez potentiellement moins d'inflation dans le futur, et ça a plutôt un effet récessif. Alors, pour la séance du mois de mars, on pourrait avoir une Christine Lagarde beaucoup moins hawkish que ce qu'elle n'a été en février. C'est vrai que les discours qu'on a actuellement se sont montrés beaucoup plus balancés que la position de février. Intéressant, oui, effectivement. La BCE a officiellement communiqué dès ce matin pour signaler qu'elle était très vigilante et qu'elle suivait de près, évidemment, l'évolution de la situation de conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et je crois même que le gouverneur de la Banque centrale grecque a d'ores et déjà estimé qu'il serait peut-être approprié de maintenir le programme d'achat traditionnel. Peut-être au moins jusqu'à la fin de l'année, désormais. C'est vrai que ça dénote très fortement du discours qu'on avait eu le 3 février dernier. Tout à fait, on est vraiment dans une situation très incertaine, difficile aussi à prévoir. Alors, en mars, on aura les nouvelles prévisions, les nouvelles projections de la BCE, avec certainement une forte révision de l'inflation. Au niveau de la croissance, ça reste tout de même inconnu à quel point la BCE va revoir ses prévisions de croissance à la baisse. Si vous regardez pour l'instant au niveau des enquêtes en zone euro, on reste tout de même à des niveaux assez élevés et solides, malgré tous les risques qu'on a actuellement. Mais c'est vrai que pour la BCE, elle peut aussi se permettre d'être patiente et pour deux raisons. Tout d'abord, au niveau des salaires, on a eu les dernières données avec le dernier trimestre de 2021. On n'a pas de forte accélération des salaires. Et deuxièmement, au niveau des attentes d'inflation, on reste tout de même ancré
autour des 2%, malgré la forte hausse qu'on a récemment. Donc globalement, la BCE peut tout de même se permettre d'être patiente, indiquer, c'est vrai, une sortie, avec potentiellement un agenda sur le programme d'achat d'actifs, mais au niveau de la hausse de taux, on peut potentiellement maintenant les voir plutôt en 2023 et non plus en 2022, comme c'est anticipé par le marché. Ouais. La question clé, si je reviens au prix de l'énergie, Nadia, et il n'y a pas de réponse à apporter de ce point de vue-là, mais qu'il y ait un spike des prix du pétrole, du gaz, de l'électricité liés au stress et au conflit géopolitique, c'est une chose. Mais la question, comme vous le dites, c'est quel sera le prix moyen de l'énergie sur les 3 à 6 prochains mois ? Et si c'est très élevé, beaucoup plus élevé que les 3 à 6 mois précédents, ça change quand même fondamentalement le scénario macroéconomique pour la suite. Tout à fait, vous signalez vraiment le point clé. Est-ce qu'on est face à un spike et puis ensuite on va effectivement voir des prix de l'énergie qui se normalisent, ou au contraire on va rester de manière plus persistante que prévu à des niveaux très, très élevés. La plupart des prévisions actuelles au niveau de l'inflation table tout de même sur des prix de l'énergie relativement élevés jusqu'à la fin du premier trimestre, dû essentiellement aussi aux températures hivernales. Mais effectivement, si ça se poursuit au deuxième trimestre, on pourra avoir vraiment cette inflation qui reste durablement plus élevée, avec aussi la probabilité d'effets de second tour qui augmentent via les salaires. Sur le plan des sanctions, Nadia, et c'est compliqué, je sais, mais si on essaye de raisonner sur l'impact économique que pourraient avoir de nouvelles sanctions qui sont en cours de préparation, évidemment. Alors, force est de constater que déjà le premier round de sanctions n'a pas atteint les objectifs espérés, puisque le conflit a lieu aujourd'hui. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un levier économique pertinent pour ramener un peu de raison du côté de la Russie, ou est-ce que ça reste quelque chose de compliqué, y compris pour les pays européens eux-mêmes ? C'est compliqué pour l'Europe. Il y a beaucoup d'intérêts qui sont très divers par pays. On l'a vu que la plupart des sanctions prises jusqu'à présent par les Européens consistent en un élargissement, voire une prolongation de mesures qui avaient déjà été prises lors de l'annexion de la Crimée. Donc on voit vraiment les Européens qui sont un peu empruntés sur le niveau de sanctions possibles. On est très dépendant de l'énergie en provenance de la Russie. Je dirais que ce qui a été symbolique, c'est peut-être ce qu'a fait le gouvernement allemand en gelant la certification du Nord Stream 2. C'est un symbole, alors on le gèle, on ne l'annule pas totalement, mais tout de même ça montre une certaine détermination de la part des Européens. Maintenant, il ne faut pas l'oublier, c'est vrai qu'on a tendance à regarder la dépendance la dépendance européenne vis-à-vis du gaz russe, mais il ne faut pas l'oublier que les Russes sont aussi très dépendants des revenus européens. Au niveau du commerce direct, les exportations de l'Europe vers la Russie, c'est très limité, c'est 3% des exportations totales, c'est moins de 1% du PIB. Donc de ce côté-là, les Européens ont aussi très peu de levier, même s'ils interdisent l'exportation de certains biens, ça reste tout de même très limité. Donc je dirais que les Européens vont encore essayer d'élargir un peu les sanctions déjà prises jusqu'à présent, mais ça reste tout de même assez compliqué de leur côté. Sans la véritable volonté d'aller jusqu'à débrancher la Russie du système SWIFT, visiblement, Nadia, en tout cas, c'est les dernières sources diplomatiques citées par Reuters ce matin qui indiquaient que pour l'instant, alors la question est posée, faut-il sortir de la Russie du système de règlement, compensation des échanges financiers au plan mondial ? Visiblement, cette décision est pas encore prise, ça c'est sûr, et sera peut-être même jamais prise de ce point de vue-là. Tout à fait, c'est compliqué. C'est plutôt une mesure qui est poussée par les Américains. On a un seul précédent, c'est l'Iran qui a été exclu du système. Après, il faut voir à quel point aussi les Russes se sont préparés à l'annulation de SWIFT. On sait qu'il y a des alternatives, donc, et peut-être que les Russes se sont déjà préparés. Donc, effectivement, ça paraît pour le moment
peu probable. À court terme, cela serait effectivement une disruption. Maintenant, à voir si les pays, les Américains et les Européens vont franchir le pas, ce qui paraît peu probable, en tout cas, d'après les dernières nouvelles. Merci beaucoup Nadia, merci pour votre éclairage sur cette situation particulière. Effectivement, Nadia Garbi qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management.